Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2832 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 1er mars avec des anniversaires. On peut voir que Jordan Veretout, le joueur de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 31 ans. 31 ans également pour Juan Bernat, le joueur espagnol du PSG prêté à l'équipe du Benfica. Et également Edouard Mendy, le gardien sénégalais de l'équipe de Al Ahly. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et également deux clubs historiques qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord les Glasgow Rangers, ils fêtent aujourd'hui leurs 152 ans d'existence. Et l'équipe de Aston Villa, aujourd'hui c'est 150 ans d'existence pour cette équipe anglaise. Donc voilà. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord avec la Coupe de France. Le troisième quart de finale de cette compétition entre l'équipe du Puy, donc c'est une équipe de National 2 contre l'équipe de Rennes, donc c'était dans le stade de l'AS Saint-Etienne cette rencontre, et la logique a été respectée vu que Rennes s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc Tété buteur en tout début de match, et Bourigeaud vraiment qui marche sur l'eau actuellement, il marque but sur but, il a inscrit un doublé, donc voilà. Félicitations bien sûr à Rennes pour la qualification pour les demi-finales pour cette compétition. Donc le match a été serré, pourtant il y a quand même pas mal de divisions d'écart. Mais regardez les stats de 50-50 en pourcent de possession de balle, 14 tirs également pour l'équipe de Rennes. Et les tirs cadrés, Rennes a eu le double par rapport à l'équipe du Puy-en-Velay. Donc on va dire plutôt logiquement, Rennes quand même s'est imposé et a respecté la hiérarchie bien sûr du gros qu'élimine le petit. Mais vraiment félicitations à cette équipe du Puy. Et le Puy comme tombe sur un roc parce que Rennes c'était trop compliqué on va dire pour cette équipe. Et le Stade Rennais actuellement en plus c'est une équipe qui tourne très très bien, donc n'a perdu qu'un seul match sur les 14 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu seulement un match, c'était contre l'équipe de l'AC Milan, vous avez pris un sévère 3-0 il y a à peu près une quinzaine de jours. Sinon tous les autres matchs sur leurs 14 dernières rencontres, il n'y a pas eu de défaite, à part bien sûr à ce match de contre Milan. Donc bravo à Julien Stéphan, il a complètement relancé l'équipe. Quel travail, parce qu'en début de saison Rennes les gars ils avaient fait un début de saison catastrophique, et là ça va beaucoup mieux pour cette équipe. On va parler de l'homme fort du côté de Rennes, c'est Benjamin Bourigeaud, donc la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match de sa part, donc double buteur et passeur D, donc il est décisif sur les 3 buts inscrits par son équipe hier. Donc le capitaine rennais Benjamin Bourigeaud a porté son équipe vers la victoire en quart de finale de cette Coupe de France, et c'est que sur ces 3 derniers matchs, donc là contre le Puy, donc 2 buts, une passe D. Contre le PSG il n'avait pas marqué, ils avaient fait un partout, c'était Amine Gouiri qui avait marqué en plus un sublime but, et contre Milan il avait marqué un triplé lors d'une victoire 3-2 contre l'AC Milan en 16e de finale d'Europa League retour. Donc voilà, sur ces 3 derniers matchs, il a marqué quand même 5 buts et une passe décisive. Les stats sont magnifiques bien sûr pour Bourigeaud. Et si on fait son bilan depuis le début de saison en tout, c'est 32 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 6 passes D. Voilà, donc on sait que c'est un super joueur et il le confirme encore sur cette saison. On va féliciter bien sûr l'équipe du Puy, un grand bravo au Puy Foot 43 clubs de National 2 pour leur sublime parcours en Coupe de France cette saison. Ils quittent la compétition la tête haute en rendant fiers les Auvergnats. C'est vrai, quand tu atteins pour une équipe de National 2 un quart de finale de Coupe de France, c'est que ta compétition a été réussie. Dommage qu'ils aient perdu contre l'équipe de Rennes, parce qu'il y a un moment Rennes menait 2-0, c'était proche du 3-0, ils n'ont pas marqué ce troisième et ils sont revenus à 2-1. Alors, on ne sait pas ce qui peut se passer, bien sûr des fois il y a des surprises, tu les accroches, Rennes de partout au bout de 90 minutes de jeu, c'est les tirs au but, il n'y a pas de prolongation, tout peut arriver. Bon, malheureusement ça n'aura pas souri, mais bon, je pense qu'ils doivent être très fiers bien sûr de leur parcours. Du coup les clubs encore en Coupe de France, donc l'équipe de Lyon est qualifiée pour les demi-finales, Rennes, Valenciennes, et il reste une affiche, ça sera dans 2 semaines, ça sera le mercredi 13 mars prochain entre le PSG et Nice, on connaîtra le dernier demi-finaliste. Donc le tirage au sort c'est ce soir à 20h. On connaîtra bien sûr les affiches des demi-finales de cette Coupe de France. Toujours avec la coupe Gambardella, en gros c'est la Coupe de France junior. Donc le tirage au sort a été fait concernant les quarts de finale. Donc il y aura un 3 contre l'équipe de Toulouse. Nancy-Lorraine contre Metz, ça c'est un derby, les deux villes là sont juste à côté. Il y aura Reims contre Brest et Rennes contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. On peut voir 1 ou 2, en gros c'est les divisions où ils jouent, ces équipes. C'est que des équipes c'est des centres de formation U19 nationaux. Il y a juste Nancy en gros qui joue en 2e division de U19, sinon c'est que des grosses équipes bien sûr qui vont s'affronter. Donc voilà. Et on connaît déjà potentiellement les demi-finales, Reims ou Brest contre Rennes ou Marseille, et Nancy ou Metz contre 3 ou Toulouse. Voilà, concernant cette Coupe Gambardella, donc les matchs auront lieu d'ici 2 semaines. On quitte la France, direction l'Espagne. On va parler de la 2e demi-finale retour de la Coupe du Roi. C'est entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid. Donc au match aller, Bilbao s'est imposé 1-0 au Wanda Metropolitano.
Hier soir, il s'impose 3-0. Score cumulé 4-0 pour Bilbao contre l'Atlético. L'Atlético en 180 minutes de jeu. Ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but contre Bilbao. Bilbao, les gars, pour moi, c'est une équipe tellement sous-cotée. Ils sont tellement forts. Et regardez, surtout à domicile. Vraiment, à chaque fois que je les vois jouer à domicile, à chaque fois que c'est surtout un gros adversaire en face, ils les gagnent. Ils ont posé un 3-0 à l'Atlético. Ils ont éliminé le FC Barcelone il y a quelques semaines. La Coupe du Roi en quart de finale. Tiens, ils jouent contre le Barça. Après-demain, dimanche soir. Ils reçoivent le Barça chez eux. Ils sont tellement forts, Bilbao. Et bien sûr, les frères Williams ont été décisifs. Inaki Williams, buteur et passeur D. Et Nico Williams, buteur et passeur D pour son frère. Donc voilà, incroyable. Bon, rien à dire à l'Athletic. Bilbao mérite sa victoire. Un score cumulé 4-0 sur les deux rencontres. Il n'y a rien à dire. Donc les statistiques de la partie, pourtant, d'après les stats, on peut voir que l'Atlético a peut-être eu plus de possession, plus de tirs, mais les tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour Bilbao, 6 pour l'Atlético, mais voilà, sur ces 7 tirs cadrés, Bilbao met 3 buts au fond, alors que l'Atlético sur ces 6 tirs cadrés, 0 but, et ça fait bien sûr la différence. Au tableau d'affichage, on va parler bien sûr des frères Williams, j'ai dit Inaki, donc buteur, sur une passe D de son frère, et dans le sens inverse, c'est pareil, Nico Williams, buteur sur une passe D de Inaki. A noter que Nico Williams, lors du match après-demain contre l'équipe du Barça, il ne sera pas là parce qu'il a pris un rouge lors du dernier match en championnat, donc il sera suspendu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut dire, pour le Barça de ne pas affronter Nico Williams, mais il y aura son frère Inaki Williams qui devrait être présent pour cette rencontre après-demain. Bref, nous on revient sur le match hier, donc une photo des deux frères, bien sûr, Williams. Donc la connexion marche très très bien. Regardez, l'attaque Sunset, on va dire une note en orange, mais les deux Williams, une note en vert, bien sûr, parce qu'ils ont fait un très gros match côté Atlético. Dommage, l'Atlético qui avait pourtant, on se souvient, éliminé lors d'un tour précédent, je crois que c'était en 8e de finale, l'équipe du Real Madrid. Elle les avait sortis en Coupe du Roi, mais bon, en demi-finale, ça a été trop compliqué contre l'équipe de Bilbao. Et du coup, la finale, les gars, ça sera Bilbao contre Mallorca. Voilà, c'est cette affiche-là. Cette saison de Coupe du Roi qui succédera au Real Madrid, qui avait gagné la saison dernière contre Osasuna, on se souvient en finale. Donc je miserais quand même sur Bilbao, pour moi bien meilleur que l'équipe de Mallorca. Et toujours sur cette rencontre hier, donc Bilbao enregistré hier soir la meilleure affluence de son histoire à San Mamés avec 52 061 spectateurs exactement. Le stade bien sûr est à guichet fermé, c'est la meilleure affluence de leur histoire dans ce stade qui est magnifique, San Mamés, avec cette atmosphère spéciale. C'est pour ça qu'ils sont tellement forts à domicile, parce que le public bien sûr pousse à fond. Et toujours sur cette rencontre, et pour finir sur ce match, donc un groupe de supporters de l'Atlético Madrid a été agressé par des supporters, entre guillemets, supporters, parce que pas trop des supporters, c'est des personnes qui font ça. Bref, de Bilbao dans un bar de Bilbao en marge de la rencontre entre les deux équipes. Donc cette agression a provoqué l'hospitalisation de l'un d'entre eux. Donc il y a des supporters de l'Atlético qui étaient venus voir la rencontre avant le match. Donc il y en a qui sont partis à l'hôpital parce que des supporters de Bilbao les a agressés avant la rencontre. Donc voilà, concernant ce qui s'est passé avant le match. On quitte l'Espagne, on va un peu plus à l'ouest, donc du côté du Portugal. Il y avait aussi 2 demi-finales, donc là c'est des demi-finales aller, donc pour la Coupe du Portugal, donc Sporting contre le Benfica, donc énorme match, et c'est le Sporting qui s'est imposé 2-1 sur cette demi-finale aller. Donc maintenant le match retour sera au Benfica. Donc Gonçalves et Gyökeres ont été les deux buteurs côté Sporting. Il y a encore un but de Gyökeres qui n'arrête pas de marquer. Donc les statistiques de la partie, donc rien à dire, le Sporting mérite sa victoire, 21 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai qu'ils auraient même pu marquer plus de buts. Pour le Benfica, c'est totalement jouable de remonter un but chez eux. Ils peuvent le faire, bien sûr. Et l'autre demi-finale, c'était entre Santa Clara et Porto. Et Porto prend une belle option. Ils ont gagné 2-1 à Santa Clara. Donc, prochain match, la demi-finale retour, ça sera chez eux. Donc, voilà. Porto, peut-être Porto-Benfica, Porto-Sporting. Ça pourrait être l'affiche, ou Santa Clara, bien sûr. Ça peut être également une surprise. On quitte le Portugal, direction l'Arabie Saoudite. On va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser, qui jouait contre Al Azem, les avant-derniers du championnat saoudien. Et déjà un match fou, 8 buts dans la rencontre, mais pas du tout un bon résultat pour l'équipe de Al Nasser, 4-4 contre l'équipe de Al Azem. Donc regardez, donc Talisca sur la photo, triplé pour lui. Voilà. Sadio Mané, buteur à la 94e minute de jeu, il pensait 4-3, 94e, on s'est dit voilà, pour Al Nasser c'est une victoire difficile, mais victoire 4-3, pas du tout les gars. Ricardo, un joueur de Al Azem, égalise à la 90e, plus 10 minutes de temps additionnel, du coup 4-4, et du coup ça fait pas du tout les affaires, j'ai dit, de Al Nasser, qui vise bien sûr le titre. Donc 26 tirs, 9 tirs cadrés pour Al Nasser, 4 buts marqués. Donc bon, ils ont quand même été ultra efficaces. Al Azem pour 5 tirs cadrés, 4 buts marqués, seulement un arrêt du gardien de Al Nasser. Et Ronaldo, donc Ronaldo était en tribune, en loge, parce que je vous ai dit hier qu'il était suspendu un match par rapport à un geste obscène qu'il avait fait à l'encontre de supporters lors d'un match précédent. Donc j'ai dit il était suspendu pour ce match, et c'est vrai qu'il a beaucoup
beaucoup manqué Cristiano Ronaldo. Enfin, ils ont quand même marqué 4 buts, mais peut-être il aurait été là, peut-être il y aurait eu plus de buts marqués. Et peut-être il y aurait eu la victoire. C'est vrai que Al Nasser a fait 4-4 contre Al Hazem. Mais par exemple, l'équipe de Al Hilal, actuellement leader, eux, ils avaient posé un 9-0. Hein, c'était le 25 novembre l'année dernière. Ils avaient mis 9-0 à cette équipe de Al Hazem. Avec un but de Mitrovic et tous les buteurs. Malcolm a inscrit un triplé. Tout le monde avait marqué du côté de Al Hilal. Donc voilà. Al Hilal eux, ils posent un 9-0 alors que Al Nasser eux font du surplace. Et classement, ça donne quoi? Donc Al Hilal toujours en tête devant Al Nasser. Donc il y a 6 points d'écart entre les deux premiers, mais Al Hilal joue son match aujourd'hui, donc il pourrait prendre 9 points d'avance sur Al Nasser. Donc on a 22 journées actuellement, donc un peu comme la Ligue 1, il y a 18 équipes, donc il y a 34 journées, donc il reste 12 matchs du côté de la première division saoudienne. Le programme aujourd'hui, il y a du beau football ce soir, donc Fribourg, Bayern Munich ce soir à 20h30, il y a aussi le Celta Vigo contre Almeria, Lazio contre l'AC Milan et Monaco contre le PSG. Donc il y a des grosses équipes comme le Bayern, comme le PSG, comme Lazio qui jouent en Ligue des Champions. Parce qu'en gros, il y a une semaine, mardi prochain, par exemple, le PSG joue contre la Real Sociedad. Donc c'est pour ça qu'il y a des gros matchs programmés le vendredi pour avoir un peu de temps de repos avant les matchs de Champions League mardi. Donc voilà, le gros programme du jour. On parlera bien sûr de ces 4 résultats demain. Et concernant le Paris Saint-Germain du côté de Monaco, à noter que la dernière fois que le PSG a perdu un match de Ligue 1 à l'extérieur, c'est à Monaco, c'était en février 2023. Ça fait plus d'1 an quand même que le PSG n'a pas perdu un match à l'extérieur dans le championnat français. Ils ont perdu quelques matchs au Parc des Princes, mais pas à l'extérieur. Ça va être une défaite l'année dernière 3-1 du côté de Monaco. On verra ce que ça va donner, surtout c'est un match pour préparer le match contre la Real Sociedad mardi prochain. Et Marquinhos forfait pour Monaco PSG, je l'avais dit hier qu'il y avait des chances, c'était pas encore sûr, il y avait des chances qu'il soit pas là et voilà, c'est sûr, il n'est pas là pour le match de ce soir et il est très incertain pour le match de mardi parce qu'il était déjà forfait lors du dernier match contre Rennes, il est forfait également ce soir. Donc à ce qui paraît, donc d'après ce qu'on peut voir, il devrait reprendre l'entraînement samedi, donc demain. Donc là ce soir il y a match et demain bien sûr il y a entraînement pour le PSG, le lendemain du match de Monaco, donc il devrait être de retour à l'entraînement. Après, est-ce que ça sera jouable ou non pour jouer contre la Real Sociedad, ça on le saura dans les prochains jours. Regardez les compos probables côté Monaco et côté Paris Saint-Germain. Donc PSG, donc Hakimi, Danilo, Beraldo, Lucas Hernandez, vu que Marquinhos n'est pas là. Donc ça la défense, Zaire Emery, Fabien Ruiz, Ugarte devant Kang In Lee, Bradley Barcola, Kylian Mbappé en numéro 9. Donc voilà, ça devrait être ça. Et côté Monaco, belle équipe, Balogun, Ben Yedder, même Minamino devrait être titulaire lors de cette rencontre. Luis Enrique, qui est en conférence de presse hier, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Lucas Beraldo, Lucas Hernandez nous offre la possibilité en tant que défenseurs centraux ou latéraux. Pour moi en tant qu'entraîneur c'est positif. Beraldo est un joueur très calme et jeune, donc je pense que j'ai 2 très bonnes options. Par exemple ce soir, Lucas Hernandez devrait commencer à gauche et Beraldo dans l'axe pour remplacer Marquinhos. Mais voilà, ça peut changer. Par exemple, Hernandez peut être dans l'axe et Beraldo peut jouer défenseur gauche. À la limite, c'est en gros ce qu'il veut dire là. N'oubliez pas que Nuno Mendes, de retour les gars, Nuno Mendes, il avait joué la fin de match. Il y a des chances encore de le revoir jouer ce soir, Nuno Mendes, qui est un pur défenseur gauche du côté du PSG. Toujours avec Luis Enrique, si tout se passe bien, je pense, et suis convaincu qu'on aura une équipe bien meilleure la saison prochaine. Même avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG sera meilleur. D'après Luis Enrique, que ce soit en défense, en attaque, physiquement, techniquement et tactiquement, je n'ai aucun doute en gros que le PSG sera bien meilleur la saison prochaine que sur cette saison. Et toujours avec le PSG, donc Dembélé sera un grand fan des outils vidéo utilisés par Luis Enrique. Il aurait même engagé un analyste qu'il partage avec Randal Kolo Muani. Chaque semaine, le champion du monde 2018, donc Dembélé, recevra un résumé de ses prestations avec des axes à travailler, pas mal comme méthode. Donc en gros, maintenant l'entraînement, enfin que ce soit les matchs ou même l'entraînement du côté du PSG, c'est filmé. Et en gros, chaque semaine, enfin les joueurs qu'ils souhaitent, comme Dembélé, donc ils reçoivent un résumé de ce qu'ils ont fait, que ce soit en match ou à l'entraînement, pour voir ce qu'il faut améliorer et non. Voilà, il apprécierait énormément ça, Dembélé. Puis la même chose aussi pour Randal Kolo Muani. Donc voilà ce qu'il va dire sur le Paris Saint-Germain. On continue toujours avec le championnat français, donc le PSG contre Monaco ce soir. Mais regardez tout le reste des matchs. Pour cette 24e journée, après il ne restera plus que 10 matchs de Ligue 1. Donc bref, demain soir, Marseille se déplace du côté de Clermont. Il y aura un Reims contre l'équipe de Lille. Je sais pas, tiens, Brest, deuxième, recevra l'équipe du Havre. Et le gros match, c'est à droite, là on peut voir dimanche à 20h45, Lyon contre l'équipe de Lens. Voilà pour clôturer cette 24e journée de Ligue 1. Et concernant le classement actuellement de la Ligue 1 avant cette 24e journée là. Donc regardez, par exemple, on voit le PSG 99,9%. En gros, ils ont ce pourcentage là, donc quasiment. Voilà, sûr de rester là. Et en gros, ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Voilà, en gros. Donc, Brest, les gars, avec 41%, voilà, 41% de chance de finir deuxième. Ça peut encore beaucoup bouger. Donc, vous pouvez voir le pourcentage, en gros, d'après
les sites en gros qui mettent des pourcentages par rapport à quelle position ils vont finir. Donc c'est-à-dire Nice en gros a seulement 18% de finir à la 5e position. Donc c'est-à-dire en gros qu'il y a 4 chances sur 5 en gros qu'ils finissent une autre position. Que ce soit 4e, 3e ou même 7 ou 8e. Donc voilà, le PSG, on peut dire quasiment sûr de finir en tête. C'est quand tu as 12 points d'avance, je crois, sur Brest à 10 journées de la fin. Ça sent bon, bien sûr. La première place pour le PSG. Et regardez, donc ça, c'est actuellement, mais en tout début de saison, le pourcentage, donc avant la première journée, donc regardez, c'était le 12 août 2023. Donc le PSG avait 55% de chances de finir en tête. Donc voilà, on va dire 8 mois après, voilà, le pourcentage, oui, c'est 99. Donc oui, le PSG va bien finir en tête. Donc regardez Brest, en début de saison, les gars, c'était 15e, avec 12% de finir à la 15e position. Et dans le vrai classement, voilà, ils sont quand même à la 2e position. Donc super forme, on peut dire. Donc voilà, concernant bien sûr en début de saison. À quelle place on les voyait, bien sûr, cette équipe comme Lens, on les voyait 2e, alors qu'actuellement ils sont plutôt à la 6e position. On continue les gars, on va parler maintenant de la une du journal L'équipe et ça revient sur Paul Pogba. Pogba toujours plus bas. Donc si on zoome un peu sur l'encadré, voilà, qu'est-ce qu'ils ont marqué, le journal L'équipe. Donc Paul Pogba, bientôt 31 ans, dans 15 jours, a été condamné à 4 ans de suspension par l'agence nationale antidopage italienne. Jamais un footballeur français n'avait écopé d'une peine aussi lourde. Le champion du monde 2018 a annoncé qu'il fera appel devant le TAS. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Donc voilà, Paul Pogba, on savait que il avait des gros problèmes parce que lors de la saison dernière, il a pris un médicament et en gros il y avait de la testostérone et c'est interdit dans le football. Et du coup on sait qu'il a eu des problèmes et maintenant ça y est, on connaît sa suspension 4 ans. En gros c'était le maximum et il a pris le maximum. Paul Pogba pendant 4 ans il ne pourra plus jouer au football. Donc bien sûr c'est une catastrophe pour lui. Surtout que ces dernières années on a beaucoup parlé de lui avec déjà ça. Avec aussi avant l'affaire des frères Pogba où ça a beaucoup aussi... on va dire rendu sa carrière néfaste, on peut dire. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement sa fin de carrière est très très compliquée pour Paul Pogba. Donc Paul Pogba aura 31 ans dans 15 jours et se rapprochera des 35 ans à la fin de sa suspension de 4 ans. Est-ce que, voilà, une question, tiens, fin de carrière à venir pour Paul Pogba, à votre avis, parce que est-ce qu'il reviendra dans 4 ans, là, 4 ans sans jouer au football, c'est très long bien sûr. Est-ce qu'à 35 ans il aura encore envie de jouer au foot? Pas sûr. Donc voilà, c'est quand même une catastrophe. Donc il a réagi les gars par rapport à ça. Regardez, c'est un communiqué qu'il a mis sur Instagram. Je pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'a été retiré. Je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de compléments qui violeraient les règles antidopage. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n'ai jamais manqué de respect ou trompé mes collègues athlètes et supporters d'aucune des équipes pour lesquelles j'ai joué ou contre. Suite à la décision annoncée aujourd'hui, je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport. En gros, il va faire appel pour que le tribunal réexamine son dossier pour voir s'il peut prendre un peu moins, parce que 4 ans bien sûr c'est beaucoup, c'est le max, il aurait pu peut-être prendre 2 ans, voilà, il aurait pu revenir, mais là 4 ans, ça semble compliqué pour Paul Pogba voilà, de revenir. Donc il a reçu du soutien comme son frère, le message de soutien de Florentin Pogba à son frère. Et il a mis ça sur son compte Instagram, la même chose, sa femme, Zulay Pogba, apporte son soutien à son mari sur Instagram. La vérité prévaudra toujours, mon roi, reste fort comme tu l'as toujours été. Deschamps, les gars, qui s'exprime sur la suspension de 4 ans de Paul Pogba. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pour bien le connaître, je sais que ce n'est pas du tout dans son état d'esprit. Maintenant, il y a des faits et ce que révèlent les 2 prélèvements effectués, la présence de l'hormone illicite est incontestable. Compte tenu de tout ce qu'il a réalisé en sélection et des relations que nous avons nouées, sa situation m'attriste et j'espère de tout cœur qu'elle pourra s'arranger. Je veux en tout cas y croire. Donc en gros, Pogba, lui, il essaie de dire qu'il a pris ça, mais sans le savoir. Qu'il n'a pas pris ça vraiment, qu'il le savait vraiment pour améliorer ses performances. S'il a pris ça sans le savoir, bien sûr, c'est pas 4 ans qu'il va prendre, peut-être une année, voilà. Mais s'il a pris ça vraiment où il le savait pour améliorer ses performances, là, bien sûr, c'est le truc maximum, la peine maximum. Et c'est ce que les jurés, on va dire, ont retenu sur Paul Pogba. C'est pour ça que c'est aussi lourd quand même. 4 ans, les gars, c'est beaucoup. Surtout dans une carrière de footballeur qui est très courte. 4 ans, c'est énorme. Un membre du staff des Bleus également sur Pogba. On est vraiment tous peinés par ce qui lui arrive. Tout le monde voudrait l'aider parce qu'il est unanimement apprécié par son sens du collectif. Mais personne ne le peut parce que ça nous dépasse tous. C'est terrible tout ce qui lui arrive depuis 2 ans. Avec ça et avec aussi l'affaire qu'il avait avec ses frères. Là, séquestration, tout ça. On sait qu'on a beaucoup parlé ces dernières années. Et Pogba continuerait d'assurer à ses proches qu'il continuera de se battre afin de laver son image et de se relever. On espère.
Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer maintenant avec Pogba. Donc bien sûr, il a fait appel, donc on verra. Hein. Si se trouve l'appel, les gars, ça va rester. Hein. De toute façon, 4 ans c'est max. Il ne peut pas prendre plus d'années, mais peut-être ça restera 4 ans ou peut-être ça sera réduit à 3, 2 ans, je ne sais pas. Donc maintenant on attend ce que va décider bien sûr le tribunal. Donc il a le droit de faire appel une fois. Et dès que le verdict sera donné, la prochaine fois, ça ne pourra plus bouger. Donc c'est 4 ans. Pendant 4 ans, on ne verra plus Paul Pogba jouer au football. C'est terrible. L'UEFA a ordonné la fermeture du virage nord du Vélodrome pour le 8e de finale aller de Ligue Europa de l'OM contre Villarreal le 7 mars prochain. Bah tiens, la semaine prochaine les gars, il y a un match et du coup jeudi prochain. Donc l'UEFA, en gros il n'y aura personne derrière les buts du côté de Marseille. Hein. Bon, c'est dommage, hein. Donc le stade il y aura sur les 4 tribunes, il y en aura que 3 qui seront remplies, celle derrière les buts. Personne. Donc en plus de cela, l'OM devrait écoper de plusieurs amendes. Donc déjà une amende de 41 500 € pour allumage de feux d'artifice, amende de 10 000 € pour avoir lancé un feu d'artifice, amende de 26 000 € pour blocage du passage public, amende de 20 000 € pour l'utilisation de pointeurs laser, vous savez les lasers verts qu'on voit, 20 000 € pour ça, et amende de 10 000 € pour avoir été responsable du coup d'envoi tardif. Le match avait commencé avec du temps en retard et bah ça l'UEFA ils n'ont pas apprécié tout ça, donc en gros c'est une amende de plus de 107 500 € pour l'Olympique de Marseille. Donc tout ça c'est par rapport à ce qui s'était passé lors du match contre le Shakhtar. Le match retour, le 16e de finale retour. Donc déjà la tribune basse avait été fermée. Donc là ce sera toute la tribune qui sera fermée. C'est officiel hein, pour ce match contre Villarreal jeudi prochain. Toujours tiens du côté de Marseille les gars. Donc regardez c'est une enquête de BFM Provence. Hein, puis voilà, escroqué par un faux Pablo Longoria. Un fou, donc un homme se faisant passer par Pablo Longoria a escroqué 15 000 €. Un supporter de l'OM, il lui envoyait des messages, il disait que c'était le vrai président, qu'il avait besoin d'argent, tout ça. Et le supporter de l'OM est tombé dans le panneau. Donc l'usurpateur d'identité lui avait promis une aide de 80 000 € dans ses projets personnels à condition de payer des frais bancaires. Donc voilà, il lui a versé les 15 000 € parce que lui après il pensait aller recevoir 80 000 € après, hein, il pensait parler au vrai Pablo Longoria et du coup il s'est fait bananer on peut dire, puis du coup il a perdu 15 000 € bien sûr depuis. Hein, le faux Pablo Longoria ne répond plus bien sûr sur Instagram. On continue les gars et officiel, j'en ai parlé hier, j'ai dit qu'il y a des chances que ça soit officiel hier dans la journée, bah, ça a été fait dans la soirée hier. Hein. Donc officiel, Vladimir Petkovic est le nouveau sélectionneur de l'Algérie, il remplace Djamel Belmadi. Donc lui c'est un ancien coach par exemple de Bordeaux, je crois même de Reims à l'époque. Donc voilà, il devient nouveau sélectionneur de l'Algérie, il remplace Belmadi. Du côté de la sélection du Sénégal, après le flop quand même du Sénégal, enfin ils ont gagné leurs 3 matchs de poule, mais dès les 8e ils ont été éliminés contre l'équipe qui a gagné la CAN à la fin, bien sûr la Côte d'Ivoire, mais bon on aurait pu penser qu'Aliou Cissé, avec cette élimination en 8e, ça aurait pu être fini. Non, Aliou Cissé devrait finalement rester le sélectionneur du Sénégal. La fédération souhaite qu'il dirige la CAN 2025 l'été prochain au Maroc. Donc Pape Thio, vainqueur du Tchad, hein, pourrait devenir son nouvel adjoint. Voilà, donc en gros du côté du Sénégal, on garde, on fait encore confiance à Aliou Cissé. Le Real Madrid devrait proposer une prolongation de contrat à Lucas Vazquez, hein, ce joueur emblématique du côté du Real. C'est que c'est peut-être pas le joueur qu'on pense directement au Real, mais c'est un joueur déjà fidèle au club, hein, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est au Real, et c'est un joueur vraiment qui peut dépanner. Bon, c'est pas un titulaire, mais souvent quand il y a beaucoup de blessés, c'est un joueur qui rentre en cours de jeu ou qui dépanne en tant que titulaire, et à chaque fois il fait des très bons matchs bien sûr. Lucas Vazquez, et il devrait prolonger l'aventure du côté du Real, le joueur espagnol. Il y a toujours du côté du Real Luka Doncic, donc c'est un ancien basketteur du côté du Real Madrid Basket, maintenant il joue à Dallas en NBA, et c'est un grand fan de football, il suit énormément le Real Madrid, hein. Beaucoup de joueurs du Real Madrid m'inspirent, je les regarde toujours, hein. Vini j'aime beaucoup, Bellingham aussi, mais les plus inspirants sont Kroos et Modric, hein, qui jouent depuis 20-30 ans, bon 20 ans, hein, peut-être pas 30 ans non plus, enfin peut-être pas en professionnel, hein, bien sûr, hein. Par exemple Toni Kroos il a 34 ans, donc en professionnel à 4 ans, il ne joue pas encore en professionnel, mais voilà ce qu'il dit, hein, qu'il s'inspire bien sûr des légendes, hein, des joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid comme Toni Kroos ou même Luka Modric. Et toujours tiens du côté du Real, le supporter de l'Atlético Madrid qui aura agressé et proféré des insultes racistes contre une fillette noire portant le maillot de Vini Junior aurait été arrêté. Les faits se seraient déroulés le 24 septembre dernier lors du derby madrilène. La fillette de 8 ans se trouvait avec sa tante aux abords du stade Wanda Metropolitano de l'Atlético. Donc un supporter de l'Atlético Madrid aurait frappé cette tante, hein, avec sa fillette, hein, de quel âge, je ne sais pas marqué, bon bref tout jeune de 8 ans, voilà la fillette, et donc il aurait proféré des insultes racistes et des menaces de mort parce qu'elle portait un maillot de Vini Junior, hein, parce que sa tante et la fillette étaient parties au stade de l'Atlético pour aller suivre le match du Real Madrid.
Donc la petite avait un maillot de Vini Junior et un supporter, enfin c'est pas un supporter, un idiot de l'Atlético l'a frappé, tout ça. Donc il est arrêté cette personne, donc on espère bien sûr qu'il aille faire un tour en prison. On continue les gars, on va parler de Cole Palmer, a reçu le prix du jeune joueur de l'année au London Football Award. Donc London Football Award en gros c'est des prix meilleur joueur, meilleur gardien, tout ça, mais que des joueurs qui évoluent à Londres. Hein. Voilà, donc par exemple, lui il joue du côté de Chelsea. Chelsea, c'est un club bien sûr qui évolue du côté de Londres. Donc Declan Rice est élu meilleur joueur. Donc lui, c'est le meilleur jeune joueur. Cole Palmer, lui, c'est le meilleur joueur tout court. Declan Rice, voilà, donc voilà, félicitations à lui. Le meilleur gardien de l'année au London Football Award, c'est Vicario, le gardien de Tottenham. Et le meilleur entraîneur, c'est Ange Postecoglou, qui a été élu entraîneur de l'année au London Football Award. Donc voilà, quelques distinctions. C'était hier soir, la cérémonie. Toujours tiens du côté de l'Angleterre, on va parler de Liverpool qui recherche des ailiers et des défenseurs centraux pour cet été. D'après Fabrizio Romano, hein, c'est dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, Liverpool les gars, il y aura des ailiers, 1, 2, 3, bon peut-être pas 3, mais je pense au moins 2, et des défenseurs centraux qui pourraient arriver du côté des Reds. Il y a toujours avec Liverpool des ailiers parce que peut-être ce joueur pourrait peut-être quitter l'équipe de Liverpool, hein, c'est Salah. Et Al-Ittihad devrait relancer la piste Mohamed Salah cet été. Liverpool pour envisager un transfert si une offre conséquente est présentée. Donc déjà Al-Ittihad où joue par exemple Benzema. Ils avaient déjà fait une énorme offre l'été dernier. Bon, ça s'était pas fait, mais là, l'été prochain, ils vont encore revenir à la charge Al-Ittihad pour essayer de s'offrir Mohamed Salah. Donc voilà, si une énorme offre arrive, il pourrait être vendu, bien sûr, le joueur égyptien. Toujours en Angleterre, il y aurait des tensions à Manchester United entre Eric Ten Hag et Marcus Rashford. Les deux, ça passe plus du tout. Hein. Donc leur relation est jugée irréparable par certains. En gros, que voilà, ça ne peut pas s'améliorer. Il y a eu une cassure entre le coach néerlandais et le joueur Marcus Rashford. Donc voilà, petite info concernant ces deux-là. Toujours tiens avec un joueur anglais. Donc Retafe est prêt à négocier avec Manchester United pour Mason Greenwood. Hein, le club espagnol est prêt à discuter d'un autre prêt ou d'un accord permanent. Voilà, parce que actuellement bon, il appartient toujours à Manchester, mais il était parti en prêt du côté de Retafe. Retafe souhaiterait encore l'avoir en prêt pour la saison prochaine ou un transfert définitif de Greenwood. En plus, c'est plutôt une réussite. Greenwood du côté de Retafe, il fait plutôt une bonne saison. 21 février dernier, donc il y a à peu près 2 semaines, il fait ses débuts en professionnel avec Liverpool. Le 25 février, remporte la League Cup, donc dimanche dernier, son premier trophée en professionnel le 28 février. Donc avant-hier, il a inscrit un doublé en 28 minutes face à Southampton en FA Cup. Retenez le nom, Jayden Danns, 18 ans, ce jeune joueur. C'est vrai que du côté de Liverpool, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été lancés dans le grand bain là, par Jurgen Klopp. Donc Danns, le joueur qui tient la coupe. Et aussi Koumas qui a marqué, je crois également, lors du match contre Southampton, la victoire 3-0 avant-hier, 18 ans également. Et le jeune trait Nyoni, donc un jeune joueur de seulement 16 ans, un plus jeune joueur de l'histoire de Liverpool à avoir évolué en FA Cup, c'était également avant-hier. Le FC Barcelone est prêt à rompre avec Nike, un équipementier historique du club depuis 1998. Une idée est de créer sa propre marque, ce qui serait plus intéressant d'un point de vue économique. Un accord avec Puma était dans les tuyaux également ces derniers temps. Si le Barça doit rompre avec Nike, l'intention du club est de le faire à l'amiable, même s'ils sont convaincus de pouvoir gagner le procès en cas d'attaque de la marque, parce que Nike ils vont pas vouloir bien sûr que le Barça casse leur contrat, parce que bien sûr Nike ils vendent beaucoup de maillots du Barça, bien sûr, c'est un club qui fait vendre beaucoup. Donc voilà, si Nike tout simplement les attaque attaque le Barça devant le tribunal, donc ils pourraient gagner le procès. Le Barça, en gros, le Barça aimerait créer leur propre marque, et comme ça générerait bien sûr plus de profit, parce que quand ils vendent, ils sont sponsorisés par Nike, mais par exemple les ventes de maillots, ils touchent peut-être la moitié de la somme, et Nike l'autre moitié. Que s'ils créent leur propre marque, le Barça, ils toucheront 100% bien sûr des ventes de maillots. Donc voilà, ce qu'on pense actuellement du côté du Barça, ce qu'ils pourraient faire très prochainement. Tiens, toujours avec les maillots, l'Inter Milan a dévoilé de nouveaux maillots arborant les visages des Tortues Ninja dans le cadre de son partenariat avec Paramount+. Donc à l'époque, je me souviens, ils avaient fait un maillot spécial Transformer. Donc là, ça sera avec Tortues Ninja. Donc ces maillots seront portés lors du prochain match contre Renoir ce lundi soir. Lundi, là, dans 3 jours. Donc le maillot domicile avec le visage de Tortue Ninja, le maillot extérieur magnifique, je préfère celui-là avec les 4 Tortues Ninja, et aussi le troisième maillot, le maillot orange version Tortue Ninja. Toujours avec les maillots, Reims a sorti un maillot spécial en collaboration avec Vladimir Cauchemar. Seulement 800 exemplaires seront vendus sur la boutique du club. Voilà, ce magnifique maillot de l'équipe de Reims, pourtant normalement c'est tout en rouge, là ça sera full black, il est tout simplement sublime. On va parler de Emmanuel Macron. Le président de la République de France devrait jouer un match caritatif avec le Variété Club de France.
pense là, donc ça devrait être avant, avant les Jeux Olympiques. Voilà, c'est un match, voilà, il y aura il y aura des politiques, il y aura des anciens footballeurs, comme Karambeu qu'on peut voir derrière, ou même Arsène Wenger. Donc voilà, il devrait jouer un match de football. Hein. Emmanuel Macron est toujours avec lui, cherchant un diffuseur de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Le président de la LFP va compter sur le soutien du président de la République Emmanuel Macron. Voilà, pour essayer de trouver bien sûr un diffuseur pour la prochaine tranche là, de diffusion des matchs. John Textor, le propriétaire de Lyon, se plaint de la domination du PSG en Ligue 1. Il en a marre que le PSG domine à chaque fois le championnat français, que ce soit cette année ou même les années précédentes. Les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée. Je dis à Nasser, en privé, est-ce que quelqu'un s'amuse? Pourquoi aimes-tu ça? Voilà, d'écraser, on va dire, le championnat Ligue 1 en amenant bien sûr des top joueurs, et du coup, il n'y a plus de suspense. On sait que c'est le PSG à chaque fois qui remporte le championnat. Il a dit l'écrasante domination qu'exerce le PSG, propriété du Qatar sur la Ligue 1, n'aide pas la promotion de la compétition. Qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner? Donc il y en a un petit peu marre. John Textor, bien sûr, du PSG qui remporte championnat sur championnat, même si de temps en temps, ils ont laissé filer le championnat, comme Monaco qui a réussi à le gagner, comme il y a Lille qui a réussi à le gagner, mais bon, la plupart du temps, ça reste bien sûr le PSG qui les remporte, les championnats. Le FC Barcelone s'éloigne d'Hansi Flick. Le club veut un entraîneur avec des expériences dans plusieurs pays, comme Thomas Tuchel ou même Roberto De Zerbi. Pourtant, Hansi Flick, lui, vraiment, il veut absolument entraîner le Barça. Et pour l'instant, c'est un petit peu plus froid que Thomas Tuchel ou De Zerbi, des entraîneurs qui ont déjà entraîné dans plusieurs pays différents. Aurelio De Laurentiis explique que Naples vendra Victor Osimhen pour beaucoup d'argent. Donc déjà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'Osimhen sera bien vendu l'été prochain, et bien sûr le président de Naples, il voudra un énorme chèque. Osimhen est un très grand joueur et Naples est un endroit fantastique, mais certains joueurs seront toujours attirés par le Real, le PSG, Arsenal, City ou Chelsea. Vous ne pouvez donc pas toujours les arrêter. Osimhen a une clause libératoire qui est très grosse, qui est une très grosse somme d'argent, 130 millions d'euros, c'est sa clause libératoire. Donc voilà, il lâchera pas, même pour 127 millions, c'est non, 130 minimum pour Osimhen l'été prochain. Donc pour moi personnellement, je pense qu'au PSG, ce serait parfait pour remplacer Kylian Mbappé. Bon, après, bien sûr, c'est une grosse somme d'argent. L'ex-femme d'Ezequiel Palacio aurait vendu sa médaille de champion du monde qu'il a remportée fin d'année 2022, donc avec bien sûr vainqueur de la Coupe du Monde. Donc Palacio refuserait de verser l'argent nécessaire pour l'appartement au nom du couple, laissant Yessissa Frias, donc son ex-femme, avec des dettes qu'elle ne peut en mesure d'éponger. Donc très remontée contre lui, la jeune femme aurait vendu des maillots qu'elle avait en possession de Palacio, dont celui porté le jour de la finale de la Coupe du Monde, mais aussi sa médaille de champion du monde. Elle affirmerait aussi détenir des informations confidentielles sur la sélection argentine qu'elle pourrait révéler si Palacio ne se déciderait pas à l'aider financièrement, parce que bien sûr il a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas l'aider, sa femme qui a des grosses dettes. Donc voilà, j'ai vendu des maillots, sa médaille, et elle pourrait lâcher des choses qu'on ne sait pas, les gars, sur la sélection de l'Argentine. Les analystes de données de Liverpool ont dressé une liste d'entraîneurs pour succéder à Jürgen Klopp, parce que là, du côté de Liverpool, on commence bien sûr à préparer l'après-Klopp. Et ils ont fait une liste, et la data récoltée a dressé une liste de plusieurs noms. Donc Frank Hens, le coach de Lens, le technicien lensois, n'est cependant pas en tête de liste. Il y a peut-être une dizaine de coachs vraiment qui intéressent peut-être Liverpool. Mais voilà, il est dans ces listes-là. Mais bon, la priorité reste bien sûr Xabi Alonso. Je pense qu'il est numéro 1. Mais si ça ne peut pas se faire, Xabi Alonso, des autres coachs, vraiment, si on descend à chaque fois, Frank Hens pourrait potentiellement coacher l'équipe de Liverpool. Le match entre Niort et Marignane Gignac est avancé ce vendredi, à 15h cet après-midi, en raison d'une panne d'éclairage. Ça ne marchait plus l'éclairage, donc du coup le match ne peut pas se jouer ce soir à 19h. Du coup, il doit être joué à 15h. Donc initialement prévu à 19h30, le match de National aura finalement lieu cet après-midi en pleine semaine à 15h, alors qu'on a vendredi. Voilà, c'est compliqué bien sûr pour les gens qui bossent d'aller au stade. Pourtant Niort en plus actuellement c'est comme deuxième quand même du National. Donc c'est une grosse équipe qui joue un match important, et voilà, ce sera à 15h cet après-midi cette rencontre. Ferran Torres, donc hier c'était son anniversaire. Il est né le 29 février 2001, mais c'est seulement la 6e fois qu'il a pu fêter son anniversaire, parce qu'en gros hier on était le 29 et c'est très rare en février, souvent ça s'arrête le 28. Voilà, souvent il y a 28 jours au mois de février, et je crois que c'est une fois tous les 5 ans qu'il y a
29 jours, donc hier, 29 jours, donc voilà, joyeux seulement 6e anniversaire, donc souvent il fête son anniversaire le 28 février, mais hier il a pu fêter le 29, le vrai jour où il est né tout simplement, Ferran Torres. Tiens, du côté de Barcelone, vu qu'on parlait de Ferran Torres, on va parler de Frenkie de Jong. Regardez, il a retrouvé qui, Mathys de Ligt, on se souvient de ces deux-là à l'époque, du côté de l'Ajax, se retrouver, donc là il y a quelques jours, sur une plage du côté de Barcelone. Cet hiver, donc le FC Séville aurait tenté de résilier à l'amiable le contrat de Marino Diaz. L'attaquant dominicain a refusé, a décidé de se soigner et d'essayer de revenir. S'il ne s'améliore pas, le club andalou tentera de se séparer du joueur qui est sous contrat jusqu'en 2025. C'est que lui, depuis son départ de Lyon, je trouve qu'il était plutôt bon à Lyon. Il était parti au Real, il a très peu joué, à chaque fois le Real voulait le vendre ou le prêter, il n'a jamais voulu, il est resté au Real jusqu'à la fin de son contrat. Il a rejoint l'équipe de Séville et Séville voulait déjà s'en séparer l'hiver dernier, donc il a un contrat encore jusqu'en 2025 et Séville se dit s'il ne s'améliore pas, il faut trouver une solution parce qu'il faut qu'il parte, donc c'est très compliqué quand même pour Marino Diaz. Toulouse est intéressé par Diego Pampin, donc le latéral gauche de 23 ans est en fin de contrat avec l'équipe de Andorre FC en D2 Espagne. N'oubliez pas qu'Andorre FC président, c'est Gérard Piqué, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc voilà, Toulouse pourrait potentiellement acheter ce joueur. Toujours avec Toulouse, donc Logan Costa, un joueur de Toulouse, il intéresse l'OM. Il n'y a aucune démarche officielle pour le moment, mais ce joueur intéresse l'Olympique de Marseille pour l'été prochain. Brahim Diaz est tout proche de choisir la sélection marocaine pour sa carrière internationale. Il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc. Et d'après ce qui se dit actuellement, il devrait plutôt représenter le Maroc plutôt que l'Espagne, le joueur du Real Madrid. Un échange houleux a eu lieu à l'entraînement de mercredi à Clermont, cette avant-hier, entre Koufriez, donc un défenseur, le défenseur belge, et Pascal Gastien, le coach de cette équipe de Clermont. Le défenseur belge avait sèchement reproché à l'entraîneur clermontois sa lourde responsabilité dans la situation sportive du club, actuellement 18e de Ligue 1, donc lanterne rouge dernier, n'ayant pas apprécié une ou deux remarques banales de son coach lors d'un exercice anodin excédé à Koufriez. Donc le défenseur n'aime pas le bout de la séance, il s'embrouille avec son entraîneur. Donc demain par exemple, Clermont joue contre l'OM à Massour. Si ça s'est embrouillé en milieu de semaine, là, à part s'ils ont reparlé, je pense qu'il sera peut-être mis de côté pour cette rencontre, ce joueur. Eric Dier jouera pour le Bayern Munich jusqu'en 2025, prêté par Tottenham jusqu'à la fin de saison. L'Anglais possédait une clause dans son contrat lui permettant de prolonger un an son séjour en Allemagne. Les critères ont été remplis par le défenseur central et l'option a été levée automatiquement. Et du coup, normalement, il était prêté 6 mois et du coup, il sera prêté 1 an et demi jusqu'à le 30 juin 2025. Ces surprises du Big Five qui peuvent rêver de Ligue des Champions, par exemple Aston Villa, en Première Ligue, peut potentiellement jouer en LDC la saison prochaine. Je crois qu'actuellement ils sont 4e. L'équipe de Girona, bien sûr, actuellement 2e. On les verra peut-être en LDC. L'équipe de Bologne, l'équipe de Stuttgart, actuellement je crois qu'ils sont 3e à Stuttgart derrière Leverkusen et le Bayern Munich. Et bien sûr l'équipe de Brest, actuellement 2e, peut potentiellement jouer en Champions League la saison prochaine. Mais bon, il va falloir faire des travaux. Pourquoi ? Parce que le Stade Brestois, actuellement 2e de Ligue 1, ne pourra pas en l'état jouer dans son stade la saison prochaine en cas de qualification pour une des phases de poule de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League ou Europa Conference League. Bon, il y a déjà vraiment beaucoup de chances qu'ils jouent la Coupe d'Europe et peut-être même la Ligue des Champions. Donc ils devront faire des travaux dans leur stade parce que c'est pas possible leur stade. En effet, le stade Francis Leblay n'est pas aux normes UEFA. Il faudra faire d'importants travaux dans la zone VIP, sur le parking, dans la tribune de presse notamment, pour que le stade réponde aux exigences de l'instance européenne. Sinon, ils pourront jouer, mais dans un autre stade. Peut-être ils iront jouer, j'en sais rien, à Rennes, qui est pas très loin, j'en sais rien. Mais voilà, ils pourront pas jouer dans leur stade s'ils font pas de travaux, s'ils sont qualifiés en Coupe d'Europe la saison prochaine. Tiens, vu qu'on parlait de stade, les gars, regardez, ça a été une maquette d'un American artiste, il s'appelle Paul Playfair. Donc en gros, il a imaginé un stade de 1 million de places. C'est énorme, regardez, ça ressemblerait quoi à un stade de 1 million de places. Peut-être dans le futur ça existera, mais bon, pas pour l'instant. Déjà les plus gros stades, ça doit être 120 000 places, je crois que c'est du côté de Michigan aux États-Unis, il y a un stade à 120 000 places, je crois que c'est le record actuellement. L'Inter Milan 2024, c'est 11 matchs, 11 victoires, exceptionnel, 30 buts marqués, 4 buts encaissés, donc c'est trop fort, tout simplement cette équipe de l'Inter. Prochain match pour eux, ça sera lundi soir contre le Renoir avec leur maillot, j'ai été un peu spécial, Tortue Ninja. Et l'Inter, les gars, tiens, pour continuer avec eux, avec 12 buts encaissés en Serie A, donc voilà. En gros, c'est la meilleure défense d'Europe depuis août, seulement 12 buts. On peut voir qu'il dépasse toutes ces équipes-là. On va noter que Nice est 3e, Real Madrid ou Leverkusen, 16 buts encaissés en championnat. Bon, là, il y a deux équipes, mais c'est des équipes de 3e division italienne. Vraiment, on prend toutes les divisions et même toutes les divisions, même en France, on prend Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Voilà, c'est l'Inter, les gars, qui a la meilleure défense
en Europe, hein, donc avec seulement 12 buts encaissés. Ils marquent des buts, ils en encaissent très peu, hein, vraiment une redoutable équipe, cette équipe italienne. Jean-Michel Larquet va recommander un match pour la première fois depuis 5 ans. Ça sera lors de la Real Sociedad PSG mardi prochain sur RMC. Son dernier match, hein, ça avait été Rennes PSG en 2019 qui s'était soldé par une victoire bretonne en finale de Coupe de France, la dernière fois qu'il avait commenté un match. Donc là, il va recommander un match, ce match de Champions League, un mardi bien sûr contre la Real Sociedad contre le PSG. Ça sera sur RMC. On se souvient bien sûr de son duo à l'époque, hein, avec Thierry Roland, hein, qui est décédé depuis. Daniel Vess réapparaît dans la liste des légendes sur le site officiel du Barça. Son nom avait été retiré après sa condamnation, hein, de 4 ans de prison. Donc il avait été retiré et du coup il a été réintroduit parmi les légendes, hein, du côté du FC Barcelone. Franck Ribéry, je l'ai dit hier, hein, il passe ses diplômes et il pourrait devenir entraîneur très prochainement d'une équipe jeune et une équipe U13 du côté du Bayern Munich où son fils joue actuellement. Donc ouais, il va peut-être commencer avec le U13 du Bayern, puis après peut-être monter, puis peut-être un jour il deviendra l'entraîneur numéro 1 du Bayern, où c'est une légende bien sûr, Franck Ribéry. David Villa possède sa propre académie de football appelée la DV7. Donc David Villa 7 a lancé en 2016. Ce projet est désormais étendu aux États-Unis, Espagne, en République dominicaine, Porto Rico et Tokyo. Donc voilà, c'est un centre de formation en gros, qui sort, David Villa. Puis ça marche bien, voilà, il y en a un peu partout, hein, tout simplement, on peut voir les critères là pour rentrer tout simplement dans son programme. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec cette question: classer ces joueurs à leur prime: Eto'o, Suarez, Torres, Kun Agüero. Donc je vais vous donner pour moi personnellement, peut-être vous avez un point de vue totalement différent du mien. Donc parmi ces 4 là, à son prime, le meilleur, je mettrais Luis Suarez, les gars. Pour moi il est tellement fort, le Suarez, en tant que buteur, tout ça, finisseur, c'est le meilleur de loin parmi ces 4 là. Deuxième, je partirais sur Eto'o, je partirais sur Torres 3e et Kun Agüero 4e. Je mettrai sur ça, n'hésitez pas à mettre votre top 4, hein, à votre classement en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.